Et bonjour à tous les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, sujet beaucoup plus léger que la dernière fois. Je reviens, comme j'ai dit, à du cinéma occidental. Et là, ça va plutôt être, on va dire, aujourd'hui une vidéo en rapport avec la pop culture et ça va plus être un focus sur une série télé spécialement et aussi sur une icône de la pop culture. Donc, je vais vous parler en fait de quelqu'un, d'une série, mais à travers enfin d'un acteur, mais à travers une série qui s'appelait Caraïbes Offshore, qui était en fait la série télé d'une légende du catch américain, qui était donc Hulk Hogan. Et Hulk Hogan, c'était vraiment, quand j'étais petit, voilà, une de mes icônes. J'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne, hein, évidemment. Je vous ai déjà parlé de Steven Seagal, d'Arnold Schwarzenegger, de Stallone, de Chuck Norris, de plein d'autres gens du cinéma américain des années 80-90. Et c'est vrai que dans les années, je suis né en 87, donc j'ai grandi dans les années 90. Et dans les années 90, on avait tout un tas d'icônes de la pop culture, du monde du sport, etc. On avait Mike Tyson, on avait Michael Jordan, qui était aussi le monde de la chanson comme Michael Jackson, et aussi évidemment Hulk Hogan dans le monde du catch et voilà, du côté américain. Et donc Hulk Hogan représentait vraiment, quand on était petit, cette espèce d'énorme daron à moustache bodybuildé, qui est un espèce de symbole de puissance, mais à la fois très 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 drôle aussi, avec une espèce de drôlerie, une espèce de, enfin, c'était le personnage qu'il interprétait sur le ring était tellement exagéré que c'était à la fois une espèce de symbole de puissance, mais à la fois quelque chose de terriblement rigolo et léger aussi, à travers les fringues qu'il portait, cette espèce de ces fringues en rouge et jaune comme ça, avec le gros drapeau américain derrière, la grosse musique. Voilà, c'était vraiment le symbole de la puissance américaine des années 80-90, qui était en fait une sorte de nouvelle Rome, le nouvel empire, l'ultime empire, hein, d'ailleurs. Hein. Ça va être l'Amérique, ça va être l'ultime empire. Du capital, quoi. Et donc quand on était gamin, bah voilà, on regardait ça avec des yeux voilà, complètement éberlués. On était complètement fascinés. Moi, gamin, j'ai eu évidemment beaucoup d'idoles comme ça, que ce soit dans le cinéma ou dans le monde du sport, qui étaient voilà, il y avait une énergie, il y avait une espèce comme ça voilà, c'était des espèces de monstres comme ça, de foire. Et dans le catch, bah, c'était sublimé par ça. C'est-à-dire que moi, je regardais un petit peu les matchs, mais c'était surtout quand j'étais gamin, tout ce qu'il y avait autour, les figurines de catcheurs, les films un peu pourris là que faisait Hulk Hogan, mais que j'adorais. J'ai grandi avec ces films-là comme Mister Nounou, ce genre de trucs. Et puis évidemment, ben j'étais ultra fan étant gamin, donc de Caraïbes Offshore, donc Thunder in Paradise, qui était en fait aussi la série préférée de ma mère, parce qu'en fait ma mère adorait tous ces acteurs-là. Elle était fan de grands acteurs anglais comme Alan Rickman et tout ça, et puis elle était aussi fan d'énormes bourrins comme ça, complètement bodybuildés, comme Hulk Hogan, comme Chuck Norris, etc. Et donc moi j'ai grandi avec ça, j'ai eu ces figures-là quand j'ai grandi. Et en plus, moi j'ai un daron quand même, j'ai un père qui physiquement, voilà, c'était un énorme portugais à moustache qui faisait de la musculation, qui bossait sur les chantiers, qui était quand même. Et donc moi j'avais cette espèce de résonance entre mon père et ces espèces d'icônes complètement extravagante comme ça qui dominait mon écran de télévision dans les années 90. Donc voilà, Caraïbes Offshore, c'était la série qu'on regardait quand j'étais petit avec mes parents. Alors c'était une série familiale, c'était très drôle parce que c'était une espèce de mix en fait entre Sous le soleil et puis au commando. Enfin c'est visuellement, hein, j'entends. Hein. Disons que c'était une espèce de sitcom qui se situait donc dans les îles des Caraïbes, sur les plages, etc., qui faisait un peu penser à Alerte à Malibu, voilà, mais avec une espèce voilà, c'était des scénarios, c'était pas possible, hein, c'était vraiment il y avait des romances entre les personnages, il y avait des quiproquos, des trucs comme ça, mais vraiment à un niveau de sitcom. Et puis en même temps, bah il y avait Hulk Hogan
et puis son partenaire voilà qui étaient des espèces de mercenaires et qui faisaient des missions comme ça sur les îles, dans les îles des Caraïbes, sur un énorme offshore ultra technologique. Et ça défouraillait du moustachu bolchevique, du comment du soldat mexicain, voilà, donc c'était vraiment tout l'archétype de l'Amérique de Reagan, voilà, des années 80-90, voilà, et c'est vrai que nous ça nous faisait vraiment rêver. On était vraiment étant gamin conquis par ça, par cette espèce cette espèce d'héroïsme, de puissance qu'avait ce pays et ce qu'il représentait. Alors évidemment, quand on grandit, on se rend compte de tous les mensonges et à quel point tout ça était évidemment faux, mais on garde quand même l'énergie, voilà, de ces héros, de ces personnages. Et puis après, peu importe l'idéologie qu'il y a derrière, moi je veux dire, il y a plein de pays avec lesquels je suis pas d'accord, et de toute façon il y a pratiquement aucun pays avec lequel je suis d'accord, mais je veux dire, on conserve quand même, c'était une époque quand même où on conservait cette espèce de lien, que je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo sur les héros des années 80-90, principalement aux États-Unis mais aussi ailleurs. Il y avait encore ce lien avec un certain héroïsme grec d'antan, alors qui était très, voilà, comme très dans un univers de séries télé comme ça, très vulgaire, très kitsch, de très mauvais goût, voilà, de tout ce que les années 80-90 pouvaient apporter, et principalement par le biais des États-Unis, hein, qui était vraiment l'empire absolu. Donc, mais il y avait encore cette connexion, il y avait encore cette fibre, il y avait encore ce lien entre tous ces héros qu'on admirait dans ces années-là, et puis ces héros de la tradition primordiale ou de la tradition dégradée, ces héros de la mythologie, ces chevaliers du Moyen-Âge, etc., ces héros un peu plus modernes. Mais voilà, il y avait tout ce lien qui se faisait, qui ne se fait pratiquement plus aujourd'hui. Ça a un petit peu perduré après, comme je l'avais expliqué, dans les années 2010, mais ça s'est très nettement amoindri. Et dans les années 80-90, on avait encore cette chose qui était très assumée, le héros masculin viril à moustache de 200 kilos qui met des bourres à tout le monde et puis qui sauve le monde. On sait que tout ça c'est évidemment c'est du roman national, c'est du mythe, mais c'est le mythe c'est un mythe qui à l'époque faisait partie du mythe américain. Et donc moi j'ai été un petit peu construit sur ça quand j'étais un enfant dans les années 90, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, enfin, peu importe de quel milieu ou de quel milieu socio-culturel ou de quel milieu, on va dire, culturel on venait, qu'on soit de n'importe quelle ethnie, etc., de n'importe quelle religion, on a tous plus ou moins grandi avec ce type de film, et c'était des films qui avaient quand même pour vocation de tous nous réunir autour d'un espèce de truc un peu en commun, quoi. Et donc c'était ça, moi j'ai grandi vraiment avec ça. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent sur cette chaîne comprendre ce que je voulais dire. J'en avais déjà parlé quand j'avais traité du cinéma occidental avant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille, c'est l'héroïsme et la peinture du héros au cinéma, mais aussi dans toutes les œuvres, que ce soit des contes de fées, des mythes, des romans, des jeux vidéo. Bon, moi je suis moins gamer, mais je suis plus quelqu'un qui aime le cinéma, mais à travers les romans, à travers la fiction en fait, en règle générale. Et donc Caraïbes Offshore représentait un petit peu la quintessence de ça, mais à la télévision. On avait vraiment le côté léger du sitcom américain de cette époque-là, avec des belles filles, avec des filles en bikini, des décors sublimes, voilà, très tape à l'œil, très vulgaire, très de mauvais goût, pour ça, pour attirer le chaland, et puis d'énormes héros. Alors voilà, il y avait souvent, alors le héros principal, là, c'est Hulk Hogan, c'est une espèce de montagne de muscles de 2 mètres. Il prend des guns, il fait du catch, il met des bourres à tout le monde, il sauve les gens à la fin. Alors ça se passe tout dans les îles des Caraïbes, donc il y a tout un tas de choses qui se passent là-bas. Il affronte des mercenaires armés, il affronte tout un tas de trucs. Mais comme en fait c'est un truc tout public et que c'est une série produite par Disney, je crois, qui était donc en fait destiné à un public familial en fait. Il y a pas de sang, il y a pas de mort.
disons il y a une espèce de pirouette scénaristique où ils arrivent à, en tout cas, il arrive à défourailler les ennemis, mais soit on voit pas le sang, soit il explose des bâtiments derrière eux qui les font tomber, etc. Enfin, il y a plein de parades comme ça, mais c'était super bon, quoi. À l'époque, voilà, quand t'as été gamin dans les années 90, tu sais absolument enfin, la joie ce que te procurait ce genre de divertissement. C'est putain de bas du front, c'est vraiment au ras des pâquerettes, hein. C'est une série qui a super mal vieilli, hein, si vous allez la voir. Si vous n'avez pas un regard attendrissant et bienveillant, ou si vous n'avez pas vécu dans les années 90 et que vous n'avez pas connu cette période, ça va être très compliqué. C'est pas une série que je conseille à des gens qui veulent découvrir une série télé comme ça, lambda. Elle s'inscrit vraiment dans un certain temps, voilà, dans une certaine décennie, dans un certain cadre qui fait qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc vraiment, si vous aimez les gros trucs de bourrin, si vous aimez Hulk Hogan, si vous aimez le catch, si vous aimez les héros des années 80, 90, américain, vous allez vraiment être servi. N'hésitez pas à la redécouvrir. Je vous balancerai peut-être si j'ai le temps le magnifique le magnifique générique de début et de fin qui était absolument formidable, quoi. T'avais envie vraiment de ce qui était cool en fait dans ces années-là, c'est que quand tu voyais ce genre de truc, alors outre le fait que c'était des trucs qui te forçaient à acheter des jouets, c'est clair, c'était de toute façon totalement relié à l'ultralibéralisme et à l'ultracapitalisme et tout, mais il y avait quand même une autre dimension, comme j'ai expliqué, supérieure, d'héroïsme, etc. Mais c'était surtout, voilà, quand on matait ces films, on, on avait une énergie et une envie voilà, déjà d'aller jouer dehors. Moi, je vivais à la campagne, donc on créait des jeux, on jouait, on vivait vraiment on revivait les scènes, on refaisait les scènes après dans le jardin, etc. Donc, et vraiment, il y avait une espèce, et on voulait être, moi, je voulais faire de la musculation, je voulais faire du sport, je voulais être un héros. Ça appelait vraiment à l'héroïsme, quoi. Ça appelait à l'héroïsme, ça appelait à se dépasser, ça donnait une énergie monumentale, tous ces films, toutes ces séries, tous ces personnages-là. Et malgré les qualités qu'on peut trouver pas terribles, il y avait quand même cette énergie-là qui faisait que waouh, on avait envie de croquer la vie à pleines dents, de croquer le monde, quoi. C'était génial. C'était des années géniales, hein. Moi, j'ai eu la chance d'être enfant dans les années 90. Et quand j'ai commencé à être ado dans les années 2000, j'ai connu une intense dépression. Parce que les années 2000, c'est vraiment par contre le moment où les États-Unis commencent à vraiment flancher, commencent vraiment à s'effondrer quelque part, avec évidemment la tragédie du World Trade Center, mais de plein d'autres choses au niveau de leur, euh, de leur crédibilité au niveau mondial. Voilà, c'est vraiment un empire qui a commencé à décliner à partir des années 2000, et ça s'est senti vraiment dans les œuvres au cinéma. On mettait beaucoup moins en avant toute cette énergie héroïque, l'énergie héroïque des années 80 qui a vraiment été dont le dernier pilier a été les années 90. Ça a commencé vraiment à s'effondrer après dans les années 2000-2010. Alors dans les années 2010, il y avait encore plein de bourrins. Il y avait eu après d'ailleurs Hulk Hogan, il y a eu l'émergence de The Rock, donc de Dwayne Johnson, qui est arrivé, puis ensuite John Cena, etc. Et puis il y avait encore Jason Statham, Jet Li, il y avait encore des gens comme ça qui faisaient du cinéma d'action. Donc il y avait encore un petit peu cette énergie-là, mais elle commençait à s'amoindrir. Et là, depuis 2020, enfin clairement, là depuis les années 2020, enfin c'est tout simplement, enfin c'est quasiment perdu, c'est quasiment terminé définitivement, quoi. Il y a de temps en temps quelques soubresauts comme ça de l'énergie de cette époque-là, mais c'est pratiquement perdu. Il y a encore des mecs qui tiennent le cap, comme les Tom Cruise, comme les Cameron, comme un certain cinéma asiatique aussi qui continue de faire ça. Mais globalement, alors en France, j'en parle même pas, il y a plus personne. Il y a encore de temps en temps des gens qui essayent, mais globalement, il y a plus personne. Mais en tout cas, voilà, revivez les années, si vous voulez revivre les années 90 dans tout ce qu'il a de plus, à la fois de plus kitsch, mais aussi de plus merveilleux, rematez-vous cette série pour les nostalgiques de cette époque. Et puis aussi, si vous êtes fan de Hulk Hogan comme moi, parce que Hulk Hogan, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était quand même voilà, c'était l'icône, le gladiateur, hein, parce que le catch c'était en fait l'arène, hein, l'arène
de gladiateurs de la nouvelle Rome qui était les États-Unis, et c'était l'incarnation voilà des gladiateurs, le gladiateur ultime qui était Hulk Hogan, qui était une espèce de voilà de personnage. En plus c'était marrant parce que je sais pas s'il était vraiment d'origine irlandaise, mais il était censé au début de sa carrière, le Hulk Hogan c'est pas son vrai nom je crois, enfin il s'appelle Terry Hogan, mais enfin le nom Hogan c'est vraiment une référence à un personnage irlandais en fait, et donc au début de sa carrière il avait choisi ce blaze pour représenter la communauté irlandaise aux États-Unis, ce que je trouve très cool parce que la communauté irlandaise c'est vraiment une communauté qui a subi même de l'esclavage, qui a subi des trucs horribles aux États-Unis, donc c'est un peuple que je respecte énormément, enfin une communauté que je respecte énormément aux États-Unis, et du coup je trouve voilà c'était vraiment la quintessence de ça. Et donc, bah lui, c'était Hulk Hogan, un très grand. Il a pris un peu la succession d'un immense catcheur, au sens propre comme au sens figuré, qui était André le Géant, qui était un catcheur français, qui était le catcheur des années 60, des années 70 dans le catch américain, qui était un catcheur français qui venait des Alpes, donc qui avait grandi vers Grenoble, qui était d'ailleurs un endroit où moi voilà, je viens de ce coin-là, hein, j'ai grandi par là, donc j'en parlerai peut-être pour une prochaine vidéo d'André le Géant, parce que André le Géant c'est quand même quelqu'un de fondamental dans la vie du catch et dans la carrière de Hulk Hogan. Hulk Hogan admirait énormément André le Géant. Et donc, il a pris un petit peu la succession d'André le Géant, et puis Hulk Hogan a un petit peu passé le flambeau, je crois, à The Rock. Je suis pas un immense spécialiste du catch, je suis un amateur, et j'ai beaucoup regardé de matchs, mais même les combats d'André le Géant ou d'Hulk Hogan, je les ai plutôt rattrapés, on va dire. J'ai regardé un petit peu quand j'étais gamin, mais je les ai beaucoup rattrapés quand j'ai été un peu plus âgé. Donc pareil, hein, je vous conseille aussi de vous retaper des matchs mythiques. Le moment du passage de flambeau par exemple, où Hulk Hogan arrive à soulever André le Géant. Alors André le Géant c'était un mec qui faisait 2,50 m pour 250 kg, hein, donc il était insoulevable. C'était la montagne des Alpes en direct sur un ring américain, et Hulk Hogan arrive à le soulever et à gagner. Et d'ailleurs, bon évidemment beaucoup de choses, pratiquement, enfin beaucoup de choses sont scénarisées dans le catch, mais apparemment à ce moment-là, André le Géant n'avait pas dit à Hulk Hogan si il avait ce qu'ils allaient faire à la fin. Et donc en fait, André le Géant a choisi de perdre pour transmettre le flambeau à Hulk Hogan. Donc c'est un moment à la fois très puissant et très émouvant du catch américain. Donc c'est voilà, mais ça c'est vraiment pour les amateurs de catch. Je pense que les amateurs de catch me comprendront. Et donc bah voilà, et donc voilà, Hulk Hogan, moi je me rappelle, c'était vraiment voilà l'icône américaine des années 90. Il avait d'ailleurs commencé dans vraiment le rôle qu'il a fait exploser. Évidemment, bah, c'était dans un film, c'était dans Rocky 3 où il affronte Stallone. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, bah, Hulk Hogan était un petit peu connu à échelle locale avant Rocky 3. C'était pas encore l'icône absolue qu'il allait devenir. Et en fait, il a failli refuser de jouer dans le film parce que un de ses producteurs, je crois, ou un de ses managers voulait vraiment pas qu'il apparaisse dedans. Il disait t'as des matchs à faire, t'as pas le temps d'aller faire le con avec Stallone sur un ring pour un tournage à la con, tu vas rester et tu vas catcher pour le truc. Et Hulk Hogan avait cette espèce de sensation. Alors c'est un mec un peu croyant comme ça, un peu spirituel, hein, donc il suit un petit peu son instinct et tout, et il avait l'instinct, il se disait non, faut absolument que je joue faut que je fasse Rocky 3. Je sais pas pourquoi, il apparaît pas beaucoup, il apparaît l'espace d'une scène où il atomise Stallone pour un combat d'exhibition d'ailleurs, et donc il a dit non, il faut absolument que je fasse Rocky 3, mais il savait pas pourquoi. Et en fait, après Rocky 3, il explose littéralement. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte, en fait, parce que, en fait, le catch, avant Rocky 3, les gens ne savaient pas vraiment, enfin, c'était vraiment un public d'aficionados, c'était vraiment des mecs qui étaient à fond dedans. Après, il y a eu un avant et un après cette scène, en fait, dans Rocky 3, c'est-à-dire que le grand public américain découvrait, en fait, le catch.
Et ils disaient putain c'est d'accord, ok, c'est ça un catcheur, ok. Alors, ils avaient une espèce d'image un peu, c'était un truc des bas-fonds un peu le catch. C'était un truc c'était pas aussi connu que la boxe, etc. Et aussi démocratisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais aussi, démocratiser. Donc en fait, Hulk Hogan à travers son passage dans Rocky 3 a permis de démocratiser le catch aux États-Unis et a fait de lui vraiment une icône absolue des masses de l'époque qui l'acclamaient tel un gladiateur des années 90. Donc voilà, pour ce qui est de Hulk Hogan et de sa série Caraïbes Offshore, donc je vous mettrai des extraits si j'ai le temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous replonger dans ces années folles qui étaient les années 80-90. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.